The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Ready? Let's go! Hello, welcome back! Alors aujourd'hui, un épisode de la série Precious Poetry. La poésie précieuse. Precious Poetry, c'est notre épisode numéro 1. Je vous ai choisi un poème de Sarah Teasdale qui s'appelle Stars et qu'on va traduire ensemble. Alors, toi qui viens d'entendre la description de l'épisode et qui te dit « Oh là là, c'est pas pour moi », mais reste, sois curieux, tu vas voir, peut-être que ça va t'apporter quelque chose, de la joie, pour commencer, ce serait bien. Alors, Sarah Teasdale, je vous fais un petit peu d'anglais pour commencer, vous allez comprendre comment ça marche au fur et à mesure. On commence avec de l'anglais. She was born on the 8th of August 1884. Elle est née le 8th of August 1884, le 8 août 1884. She died on the 29th of January 1933. The 29th of January 1933. Elle est morte le 29 janvier 1933. Elle avait donc 48 years old, 48 ans. Malheureusement, elle s'est suicidée. With sleeping pills. Sleeping pills. Qu'est-ce que ça peut être, sleeping pills? Le verbe to sleep, c'est dormir. Pills, c'est pilules. Des pilules pour dormir. Des somnifères. She was an American lyric poet from St. Louis, Missouri. C'était une poétesse américaine, poésie lyrique, qui venait de Saint-Louis dans le Missouri. She won a Pulitzer Prize in 1918 for a poetry collection, Love Songs. She won, verbe irrégulier, du verbe to win. Elle a gagné un prix Pulitzer en 1918, for a poetry collection, Love Songs, pour son recueil de poésie, Love Songs, chansons d'amour. Je connais ce poème non pas par Sarah Teasdale, mais parce que lorsque j'étais avec le Brighton Festival Chorus, le chœur dans lequel j'étais quand j'habitais à Brighton, en Angleterre, nous avons chanté un livret d'un compositeur lettonien, j'allais dire lituanien, non, lettonien, Latvian compositeur, qui s'appelle Eriks Ezenvolds. Je ne pense pas que je le prononce bien. Et ça ne s'écrit pas exactement comme ça devrait se prononcer non plus, je pense. Nous avons donc chanté un livret qui comprenait 5 pièces de chorale qui ont été écrites en 2018, en 2018, de 3 différents poètes, dont Sarah Teasdale. Et Stars, le poème que nous allons traduire là, a été utilisé pour illustrer la dernière pièce de cet ouvrage. C'est une musique magnifique, je vous encourage à aller écouter. C'est un morceau qui est assez récent, on est en 2024, donc il n'a que 6 ans, mais qui est déjà assez populaire parce que c'est un morceau qui a été écrit pour du chant choral. Vous avez donc plusieurs pupitres-voix, hommes et femmes, qui chantent avec des verres d'eau. Enfin, on met bien ce qu'on veut à l'intérieur, mais qui sont remplis de telle façon que chaque verre correspond à une note. Alors, je crois qu'il y a une sélection de 3 ou 4 notes. Et les chanteurs se répartissent les verres. Et vous savez, quand on mouille le bout de son doigt et qu'on fait tourner son doigt sur le rebord du verre et que le verre résonne. Comme son nom l'indique, stars veut dire étoile. Les chanteurs chantent la mélodie, les harmonies ensemble,
et en même temps, ils jouent de leur instrument de musique avec ces vers qui sont censés représenter la musique des étoiles. Quand tu chantes ça, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Ça m'est monté tout le long du dos et ça me chatouille le crâne. Quand tu chantes ça en direct et que tu as ton verre et que tu fais résonner ta note au moment où il faut la faire résonner parce que sinon ça ne fonctionne pas, en même temps que tu chantes, c'est incroyable. J'ai chanté cette pièce 2 fois, je l'ai donc chantée en Angleterre. Je l'ai chantée juste après le Covid, donc ça avait aussi une résonance particulière. Vous allez voir, c'est un poème qui encense les étoiles et l'expérience simple et singulière d'observer une nuit étoilée. Je l'ai chanté une 2e fois avec le groupe Alter Echo quand j'habitais sur Lyon, quand je suis rentrée en France. J'ai passé une année et quelques mois sur Lyon. Et autant avec le Brighton Festival Chorus, on avait simulé la lumière, le son des vers avec un synthétiseur, autant avec le groupe Alter Echo, on l'a fait avec des vers. C'était absolument féerique. Je vous encourage à aller écouter cette pièce. Alors, on va commencer la traduction ensemble. Je vous lis le texte original en anglais avec mon meilleur accent français. Et ensuite, on va décortiquer. Reste là, toi qui ne parles pas l'anglais. Reste là. Suis ta curiosité. Tu es au bon endroit. Tu ne nous as pas trouvés par hasard. C'est un petit poème. Alone in the night, on a dark hill, with pines around me spicy and still, and a heaven full of stars over my head, white and topaz and misty red. Myriads with beating hearts of fire, the aeons cannot vex or tire. Up the dome of heaven like a great hill, I watch them marching, stately and still, and I know that I am honored to be witness of such majesty. Petit moment de respiration, je bois une gorgée et je commence la traduction. Alors, en ce moment, je fais de la traduction pour de la poésie. C'est quelque chose que j'adore faire. Je trouve ça fascinant de passer d'un langage à un autre. Je trouve ça fascinant de passer l'angoisse première, de changer de peau. C'est un changement de peau, de passer du français à l'anglais ou vice-versa. Il y a des choses qu'on peut traduire de façon littérale, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire de façon littérale, il y a des choses qu'on peut traduire de façon littérale, mais ça ne sert pas le sens du texte. Il faut donc faire de l'interprétation libre. Trouver un mot qui a un meilleur sens que le mot littéral qui correspond à, parce que culturellement, un même mot d'une culture à une autre n'a pas la même connotation, n'a pas le même fond. Je trouve ça absolument fascinant. Et se mettre aussi dans une façon de penser. Certaines choses ne s'exprimeraient pas de la même façon en français et en anglais pour des questions de sensibilité, de politesse, d'impact. Parce que j'ai eu la chance de vivre 10 ans en Angleterre, je suis sensible à ces choses-là. Je pense que j'y suis allée suffisamment jeune pour m'imprégner dans une certaine mesure de cette culture et en faire quelque chose d'un petit peu... C'est un peu dans mon ADN maintenant. Je suis pas sûre que si j'avais eu cette expérience plus tard dans ma vie, je suis partie, je venais d'avoir 26 ans et je suis revenue à 36 ans. Je suis pas sûre que si j'avais eu cette expérience plus tard dans la vie, j'aurais pu intégrer la subtilité de la culture anglaise à ce niveau un peu cellulaire. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de vous dire, c'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression d'une sorte d'imprégnation, même si ce n'est pas mon territoire, mais il s'est quand même passé quelque chose dans ces années. Alors, la traduction. Alone in the night, on a dark hill, with pines around me, spicy and still. Je vais le prendre strophe par strophe. J'allais dire paragraphe par paragraphe, mais je pense que je vais le dire à un moment donné. Vous m'excuserez si j'utilise pas exactement le bon vocabulaire. C'est quelque chose de fréquent avec moi. Je me trompe souvent de mots et de termes. Et pardonnez-moi. On va le prendre strophe par strophe. Je pense que
Il faut lire un texte quand on le traduit déjà en entier. Alors, je ne vous parle pas d'un ouvrage, peut-être pas d'un... Alors, quoi que si, je ne sais pas comment ça se passe pour les romans, mais en tout cas pour la poésie, moi je la lis déjà en entier, je retire des impressions de ça, et après je retourne à la strophe, et après je retourne à la phrase, et après je retourne au mot, je pars du très grand pour aller vers le très petit. Je pense que le danger, c'est de tout de suite vouloir aller au tout petit. Non, lisez le grand, c'est pas grave si vous connaissez pas certains mots, lisez tout. Laissez reposer, revenez-y, identifiez le sens vague de chaque strophe, laissez reposer, revenez-y, identifiez les phrases et les mots que vous connaissez, et ensuite, ce sera un peu plus précis. Si donc on s'arrête sur cette première strophe. Alone in the night on a dark hill, with pines around me spicy and still. On va le traduire en littéral. Je ne regarde pas ma traduction finale, je regarde que l'anglais et je le retraduis en littéral avec vous. Alone in the night, c'est seul dans la nuit. On a dark hill. Alors, on se souvient que quand il y a un adjectif dans une phrase, il est placé avant son sujet. Dark hill, dark, c'est son adjectif. Donc, on inverse. Sur une colline noire, sombre. Dark, c'est sombre, comme le Dark Knight. Le Dark Knight, le chevalier sombre, le Batman. With pines around me, avec des pins autour de moi. Ça, c'est moche, on va forcément le reformuler. Spicy and still. Spice, c'est l'épice, donc spicy, c'est épicé. Et still, c'est immobile. Donc, moi, j'ai reformulé alone in the night, seul dans la nuit, on a dark hill, sur une colline sombre, with pines around me, entouré de pins, avec des pins autour de moi, traduction littérale, entouré de pins, spicy and still, fragrants et figés. Petit parti pris, spicy and still, ça commence par la même lettre, il y a une sorte de rythmique un peu spicy and still. Fragrants et figés. J'ai commencé avec la même lettre, spicy, fragrant. J'aurais pu mettre épicé et figé, mais je trouvais que ça sonnait moins bien. Fragrant, pour moi ça respecte le spicy, and still, immobile, figé. Pareil. J'étais contente avec ça. On continue. And a heaven full of stars over my head with white and topaz and misty red. Alors, and a heaven full of stars. A heaven, c'est quoi? C'est le paradis. C'est aussi les cieux. And a heaven full of stars. Moi, dans ma traduction, j'ai choisi paradis. Et on va y revenir. Over my head, au-dessus de ma tête. Over my head, au-dessus de ma tête. C'est pas très beau, on sait qu'on va y revenir aussi. White and topaz, blanc et topaz, and misty red. Alors normalement, vous avez le mot red, rouge. Misty, qu'est-ce que c'est? Alors misty, ça vient de mist. Mist, c'est une qualité de brume. Il y a fog, par exemple, qui est un autre mot pour brouillard, brume. Mist, c'est une qualité de brume au travers de laquelle tu vois pas vraiment. C'est voilé. Le brouillard, tu vois plus loin. Je crois que tu as une visibilité jusqu'à 1 kilomètre avec le brouillard. Mais mist, il y a vraiment, c'est un peu, c'est opaque, tu vois. Alors moi, je garde ça en tête pour la traduction. Alors, and a heaven full of stars, et d'un paradis d'étoiles. Je commence au milieu de la phrase. Bah oui, parce qu'en fait, à la strophe précédente, la phrase n'était pas terminée. Ok. And a heaven full of stars, et d'un paradis d'étoiles. Over my head, qui d'en haut me surplombe. Gros parti pris, alors là j'ai rajouté des mots et je l'ai francisé pour que ça ait l'air beau. Over my head, 3 mots. Qui d'en haut me surplombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mots. Ben on a doublé les mots, c'est pas grave. Vous allez voir à la relecture, c'est assez joli. White and topaz, de ces blancs, c'est topaz. And misty red, et c'est rouge voilé. Donc effectivement, j'ai choisi le terme voile, j'aurais pu mettre brumeux, mais je trouvais que voilé c'était bien parce qu'il y avait cette idée de on voit pas au travers, faut cligner des yeux. Ensuite, on continue. Myriads with beating hearts of fire, the aeons cannot vex or tire. Alors il y a des trucs que tu comprends, je suis sûre qu'il y a des trucs que tu comprends pas, c'est pas grave. On y va. Myriads with beating hearts of fire. Là, tu es obligé de lire les deux lignes ensemble. Myriads with beating hearts of fire,
des myriades avec des beating, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on connaît qui... What is beating in the heart, in the body? Mince, je vous ai donné la réponse dans la question. What is beating in your body? Qu'est-ce qui bat dans votre corps? What is beating in your body? C'est votre cœur. C'est votre cœur qui bat. Myriads with beating hearts of fire. Ça tombe bien. Il y a le mot hearts, cœur. Donc on aurait pu le supposer que beating, c'était battre. Myriads with beating hearts of fire. Des myriades avec des cœurs battants en feu. Traduction littérale. The aeons cannot vex or tire. Les éons, les temps immémoriaux, cannot vex. Vex, c'est pas vraiment vexer, c'est ennuyer. C'est ennuyer quelqu'un avec quelque chose de pas important. Or tire comme tired, fatigué. Alors la traduction, des myriades de cœurs battant en feu que les éons ne peuvent ennuyer ou fatiguer. Alors, ça c'est la traduction littérale. On va faire une traduction poétique, lyrique. Moi j'ai choisi ça. Des myriades palpitants avec leur cœur de feu que jamais les éons n'ont distraite ni troublé. Je fais pas forcément de la rime. On continue, il nous reste 2 strophes. Up the dome of heaven, like a great hill, I watch them marching, stately and still. Moi, pour avoir chanté cet ouvrage, je sais qu'à ce moment-là, il se passe un truc énorme avec le cœur. C'est le moment où tout le monde, le truc fait... Ça prend une ampleur incroyable. Du coup, j'avais ça en tête quand je l'ai écrit. Quand je l'ai traduit, j'entends. Je suis naturellement biaisée, mais cela sert également le propos de la traduction. Alors, up the dome of heaven. Up, c'est en haut. The dome of heaven, le dôme des cieux, du paradis. Alors, heaven, on l'a déjà eu. Donc, répétition, il faut faire des choix au niveau des répétitions. Veut-on les garder? Préfère-t-on les enlever? Voilà, on décide. Moi, je décide plutôt une fois que j'ai vu l'ensemble de l'ouvrage traduit. Si je sens à la relecture qu'il y a une gêne par rapport à la répétition, que en français ça fait un peu stupide, un peu comme si c'était une erreur, je change le mot. Et je veux pas que la poésie ait l'air bête et simplette juste parce qu'il y a une répétition et que je veux la respecter. Ça n'a pas du tout une connotation bête et simplette en anglais, mais en français ça peut. Donc méfiance avec les répétitions. Up the dome of heaven, like a great hill, comme une grande colline. Mince, il y a encore hill. Hill, c'est la colline. Encore, on l'a eu au début, on l'a eu dans la deuxième phrase. Bon. I watch them marching, je les regarde. Attention, faux amis. Marcher? Non. Parce que marcher, c'est to walk. Ça aurait été walking. Marching, c'est marcher, mais c'est la marche militaire. La marche en cadence. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de noter ça, parce que je vais en avoir besoin pour ma traduction. Stately and still. Mince, on a still. On l'a eu aussi dans la première strophe, ça revient. Stately, c'est majestueux. Et still, on a dit que c'était immobile. Ok? Alors, en haut du dôme du paradis, comme une grande colline, je les regarde défiler, majestueuses et immobiles. Ouais. Peut mieux faire. Alors voilà moi ce que j'ai fait. Et alors attention, le plus gros parti pris du poème, c'est sur cette strophe-là. Up the dome of heaven. Moi, j'ai mis « et le long de ce dôme, like a great hill ». Comme une grande colline, j'ai pas choisi cette image-là. J'ai mis « la céleste charpente ». Et le long de ce dôme, ça me semblait déjà être une phrase assez longue. Du coup, j'ai pas pu caser la connotation de céleste, tu vois, heaven. Et like a great hill, je trouvais que la répétition marchait pas. Du coup, j'ai voulu trouver autre chose qui fonctionne en gardant cette idée de courbe, great hill, la grande colline. Je voulais garder l'immensité et la forme courbe. Et je me suis dit, une charpente céleste, ça règle mon problème de la première phrase, puisque là, je mets le côté céleste, je réintroduis l'idée des cieux et de quelque chose de plus grand que nous. Et la charpente, la charpente, on s'imagine qu'on la perd de vue. On la perd de vue, donc elle est pas droite, elle est au moins pointue, ou voilà, on s'imagine une structure qui va vers le haut, ok ?
J'ai choisi ça après moult délibérations et je suis contente avec ça. Et le long de ce dôme, cette céleste charpente, je les vois défiler, donc j'ai choisi le verbe défiler pour marching, grandiose et constante. Stately, c'est majestueux, mais grandiose, ça fonctionne. Et style, immobile, oui, mais constante. Vous voyez, c'est une forme d'immobilité, la constance. De ne pas changer de position. C'est pas le même mot, ça m'a évité la répétition. C'était dur, cette strophe-là, elle était difficile. And I know that I am honored to be witness of such majesty. Et je sais que je suis honorée d'être le témoin, ou la témoin, d'autant de majesté. Ça marche, ça fonctionne presque tout seul, mais en termes de syllabes, c'est tout petit. Et du coup, pour un final, ça fait perdre un petit peu pied au reste de la poésie. Donc j'ai rajouté des syllabes, mais en essayant de coller à l'authenticité du texte au maximum. Je prends conscience alors de l'honneur accordé d'être là, seul témoin, de tant de majesté. Ça donne un socle. Je trouve que ça colle à ce qui est écrit. Je trouve que ça colle à ce qui est dit, ce qui est transmis comme sentiment. Je trouve que c'est solide. Et il n'y a pas de faux-faux. J'aime. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on se relirait pas ce poème en français avec la traduction que j'ai faite? Ce serait pas mal. Alors je tiens à préciser que ce poème a déjà été traduit. Il est dans le domaine public. Il y a d'autres traducteurs qui ont traduit ce poème. J'ai regardé, j'ai vu des textes passer. Je ne les ai pas lus. Parce que l'exercice, c'est de le faire en toute intégrité, en toute authenticité. Pas être distrait parce que je sais ce qui va se passer, par une autre traduction. Je vais lire l'autre traduction, je vais faire « c'est tellement beau, c'est tellement intelligent, c'est tellement ce que j'aurais voulu écrire et ce que je n'écrirai jamais. » Voilà, alors comment éviter ça? Ne lis pas les traductions. Ne lis pas les traductions des poèmes que tu adores en anglais et traduis-les toi-même. Et puis après, tu lis les traductions. Puis après, tu te dis « Ah, j'ai pas eu cette idée, mais cette personne l'a eu. Oh, c'est extraordinaire. » Et tu te réjouis pour elle, mais t'as fait le travail en premier et tu t'es trouvé toi-même tes propres interprétations. Alors, on se relit ce poème merveilleux. Stars. Étoiles. Seul dans la nuit, sur une colline sombre, entouré de pins, fragrants et figés, est un paradis d'étoiles qui d'en haut me surplombe, de ses blancs, ses topazes et ses rouges voilés. Des myriades palpitants, avec leur cœur de feu, que jamais les éons n'ont distrait ni troublé. Et le long de ce dôme, cette céleste charpente, je les vois défiler, grandiose et constante. Je prends conscience alors de l'honneur accordé d'être là, seul témoin de tant de majesté. Et parce que en anglais, on ne nous précise pas si le mot witness, témoin, est féminin ou masculin, mais comme c'est une femme qui l'a écrit, je me suis permise, coquine que je suis, de mettre un E à seul témoin de tant de majesté. Vous en avez pensé quoi? C'était chouette? Vous avez compris un petit peu quand je vous lisais en anglais avec mon accent français? Ça vous a plu, cet exercice? On en fera d'autres. Moi, j'adore faire ça. Avant de vous laisser, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Parce qu'on en a eu sur ce poème. Et j'espère que tu as essayé de dire certains mots avec moi, de les mimer avec ta bouche, de faire sortir des sons avec ta bouche. Et j'espère que tu as respecté 2 règles. Absolument faire les 2 bouches avec les 2 sons que tu n'as pas envie de faire du tout. Le son numéro 1, c'est le
le H sonore. Je sais que t'as pas envie de le faire. On a dark hill. T'as pas envie de le faire. And a heaven. T'as pas envie de le faire, je sais. Mais il faut le faire, c'est très important. Il y a des mots pour lesquels ça va faire toute la différence. Par exemple, hungry et angry. Alors ok, c'est de toute façon pas totalement les mêmes sons. Hungry et angry. C'est quoi la différence? C'est quoi hungry? C'est quoi angry? Hungry, c'est affamé. Angry, c'est en colère. Ça va quand même pas dire la même chose. Du coup, si quelqu'un te dit « I'm so hungry », faut lui donner à manger tout de suite. Faut pas lui donner une tisane, tu vois, pour le calmer. Et à l'inverse, si quelqu'un te dit « I'm angry », faut faire quelque chose. Pas nécessairement lui acheter un sandwich. Ok, ça peut aussi être un signe qu'il faut dégager vite fait en courant. C'est important de savoir la différence. Donc, tu nous fais les H. Les H, j'allais dire. Tu fais les H. Heaven. Here. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas honte. C'est cool. C'est comme ça que ça se fait. Hearts. La deuxième bouche, je sais que tu sais. Je sais que tu sais. La deuxième bouche, c'est le... Tu m'as entendu? C'est ça. C'est le TH. C'est pas de. C'est pas de. C'est pas te. C'est pas s. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est un truc qui n'existe pas en français. C'est le son que tu fais quand tu coinces ta langue entre tes dents du haut et tes dents du bas et que effectivement tu essaies de faire le son s. Mais fais-le. Fais-le avec moi. Personne te regarde. Bah, peut-être que si. Peut-être t'es dans le métro et... Non, tu captes pas dans le métro. Mais essaye de le faire discretos. Mets ta main devant ta bouche si t'as honte. C'est pas grave. Mets ta langue entre tes dents du haut et du bas et souffle. C'est ça. Ok? Ça, c'est partout. The. C'est pas de, c'est pas the. The. Ok? That. J'essaie de trouver un autre exemple dans le texte. Il n'y en a pas, mais c'est le TH. The. Tu dois le faire. Cette bouche n'existe pas en français. Elle n'existe pas en français. Quand on était dans l'animation et qu'on devait faire les chartes graphiques et les exemples de bouche pour chaque personnage, on avait cette bouche magique qui n'existe pas en français. Je t'assure qu'on dessinait. On dessinait les personnages avec cette bouche-là. Avec la langue entre les dents. Il faut le faire. Et je sais que t'as pas envie. Mais c'est comme ça. T'as pas le choix. Et t'as pas l'air stupide. Donc, fais-le. Tu vas y arriver. Ça va devenir seconde nature au bout d'un moment. Hein? Juste, ne te juge pas. Pense à moi quand tu le fais. Pense à Britney Spears. Elle le fait très bien. Regarde le clip Hit Me Baby One More Time. Regarde le clip. Regarde comme elle assume. Regarde comme elle assume la façon dont elle prononce ses mots et dont elle utilise sa langue entre ses dents ou pour faire ses sons. Regarde. Inspire-toi de Britney Spears. Ok. Bah voilà. On a fait le tour. C'était bien. C'était le premier épisode de Precious Poetry. Bye bye my loves.